Ils ont dit que je les avais déçus. Ils ne l'ont pas crié. Il n'y a pas eu de porte claquée, pas d'intervention familiale. Juste le silence. Le lent retrait, comme si j'étais sorti de scène au milieu d'une pièce et que personne n'avait pensé à me rappeler. Au dîner de fiançailles de mon frère, j'étais assise près du bout de la table où la chaise supplémentaire rencontrait le mur. Ma robe effleurait un radiateur d'appoint qui n'était jamais allumé. La lumière des bougies ne m'atteignait pas tout à fait. Personne n'a remarqué mon arrivée. Je n'étais pas surprise. Ils n'avaient pas non plus remarqué quand j'avais quitté le programme de résidence. Ou quand j'avais déménagé. Ou quand j'avais cessé de répondre aux questions par autre chose que je vais bien. Le poulet rôti était trop cuit. Les serviettes étaient repassées. Les boucles d'oreilles de ma mère scintillaient de cette manière calculée. David, mon frère, se tenait droit, entouré de rires qui n'avaient pas besoin de moi. Je coupais mes légumes. J'acquiesçais quand quelqu'un jetait un coup d'œil dans ma direction. Je n'étais jamais impoli, juste absente au vu et au su de tous. Puis, quelque part entre le vin et le dessert, Anna, la fiancée de David, se tourna vers moi et plissa les yeux. « Attendez, dit-elle lentement. Vous êtes Claire Monroe. » Et à cet instant, la pièce commença à écouter. J'étais censé être celle qui les rendrait fiers. Claire Monroe, l'aînée, avec d'excellentes notes, future chirurgienne. Celle qui a sauté le bal de promo pour les examens de biologie et qui souriait quand même sur les photos de famille. Les gens disaient que j'irais loin. Il s'avère que personne n'a demandé où ces endroits pourraient mener une fois que les lumières s'éteindraient. J'ai réussi l'université avec une discipline presque clinique. Première de ma promotion, première à entrer dans un programme de résidence compétitif. Je me souviens du jour où j'ai ouvert l'email d'acceptation. Mon père m'a tapé dans le dos, comme le font les hommes quand ils ne savent pas dire je t'aime, et ma mère a appelé toutes les personnes qu'elle connaissait. Il pensait que c'était le début de quelque chose d'exceptionnel. Mais derrière les blues et les longues journées de travail, quelque chose de creux avait commencé à grandir. Ce n'était pas les patients. Ce n'était pas la pression. C'était le silence que je retrouvais à la maison. Le besoin incessant de sourire, de jouer un rôle, de maintenir le récit qu'ils avaient déjà écrit pour moi. Le jour où j'ai quitté le programme, je n'ai pas fait mes bagages avec colère. J'ai juste plié ma blouse blanche, les rangé au fond de mon placard, et je suis resté assise par terre pendant des heures. Personne ne l'a remarqué. Quand je leur ai dit que je m'en allais, la ligne téléphonique est restée silencieuse. Ma mère a murmuré, « Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Et je n'avais pas de réponse. J'ai quitté mon appartement pour un petit studio au-dessus d'une boutique de fleurs à Portland. Pas d'ascenseur. Pas de diplômes encadrés au mur. Juste le son de la pluie frappant les vitres et une bouilloire qui ne bouillait jamais assez vite. Ils n'ont pas demandé où j'étais parti. Ils ont raconté l'histoire à ma place. Elle avait besoin de temps. Elle est en train de chercher ce qu'elle veut. Elle a abandonné la médecine, quel dommage. À Thanksgiving, ma tante a mentionné la promotion de David 2 fois. Personne n'a mentionné mon nom. J'avais apporté le dessert, personne ne l'a mangé. J'ai recommencé à écrire. Pas de fiction, pas de blog. Juste des pensées. De petites phrases comme « Et si la valeur de votre vie ne résidait pas dans ce que vous continuez, mais dans ce que vous osez quitter ?» Je savais qu'ils ne comprendraient pas cela. Ils ne voyaient pas la version de moi qui marchait 10 pâtés de maison chaque matin pour apprendre aux personnes âgées à utiliser une tablette, ou celle qui a appris à une femme nommée Loretta à rejoindre un appel Zoom pour qu'elle puisse regarder sa petite fille obtenir son diplôme d'infirmière, le même rêve que j'avais abandonné. Mais peut-être que ce n'était pas un échec. Peut-être que c'était la première fois que je choisissais ma voix plutôt que leurs applaudissements. Au début, cela ressemblait à de la dérive. Je me réveillais sans service auquel me rendre, sans dossier de patient, sans le bavardage de la salle de gommage. Juste le bourdonnement des premiers bus sur Hawthorne Avenue et l'odeur florale qui montait par les planchers de la boutique en dessous. J'ai commencé à faire du bénévolat à la bibliothèque locale, principalement pour me sentir utile. Ils avaient une session d'aide technique hebdomadaire, pour les personnes âgées qui essayaient de comprendre les bases de l'email, des mots de passe, des médias sociaux, le genre de choses que ma génération prend pour acquises. La première fois que j'ai montré à Madame Desnains comment déverrouiller son iPad, elle a pleuré. Je pensais que cette chose me détestait, a-t-elle dit. Mais peut-être qu'elle avait juste besoin d'un peu de gentillesse. Ce moment est resté gravé en moi.
Il y avait quelque chose de sacré à aider quelqu'un à se sentir moins effrayé par un monde qui avait avancé sans lui demander sa permission. Bientôt, j'ai commencé à organiser des sessions structurées. De petits groupes, des guides imprimés en gros caractères, un langage simple. Puis est arrivé BrightBridge. Pas une entreprise, pas encore, juste un nom sur un dossier sur mon bureau. Un pont entre les générations. Un endroit où se sentir vu à nouveau. J'ai utilisé mes économies pour créer un site web simple. J'ai acheté un plugin à commande vocale pour l'accessibilité. J'ai enregistré des vidéos depuis ma table de cuisine avec un micro emprunté et un éclairage annulaire à $20. C'était maladroit, mais ça marchait. En 6 mois, j'avais plus d'inscriptions que je ne pouvais en gérer seul. Des anciens combattants, des grands-mères, des hommes isolés qui n'avaient pas parlé à leurs enfants depuis des années. Ils appelaient, impatients, maladroits, pleins d'espoir. La nuit, je lisais leurs messages comme des prières. J'ai utilisé FaceTime aujourd'hui pour la première fois. J'ai vu le bébé de mon fils. Merci. J'ai envoyé mon premier email sans demander à ma voisine. Je ne me sens plus stupide. BrightBridge n'était jamais censé être ma rédemption. C'est juste devenu ma façon de revenir dans le monde, une personne à la fois. Pendant ce temps, de retour à la maison, le silence se faisait plus fort. Mes parents n'ont jamais demandé comment ça allait. Ils supposaient que je faisais un peu de tutorat, peut-être que je travaillais pour une association à but non lucratif. Ma mère a appelé cela le petit projet de Claire une fois au dîner, avec un sourire qui piquait plus fort qu'une gifle. Je ne l'ai pas corrigé. J'avais appris quelque chose, quand quelqu'un vous donne une étiquette échec, déception, fardeau, vous ne vous battez pas pour lui faire changer d'avis. Vous construisez quelque chose de trop indéniable pour être ignoré. Et quand il ne demande toujours pas, vous continuez à construire. Sur mon bureau se trouvait une clé USB en bois, sculptée dans du merisier. Un cadeau d'une de mes premières étudiantes. À l'intérieur, la première version de BrightBridge. Chaque mise à jour, chaque témoignage. Une chronologie de quelque chose de réel. Je la portais partout avec moi, pas pour prouver quelque chose, juste au cas où quelqu'un, un jour, poserait enfin la bonne question. C'était un mardi quand l'email est arrivé. Objet, histoire qui connecte, soumission vidéo de H. Carlyle. J'ai cliqué sans réfléchir. Tous les quelques jours, BrightBridge recevait des histoires d'utilisateurs ou de leur famille. De petits remerciements, de courtes vidéos, parfois juste une ou deux phrases sur ce que la plateforme avait fait pour eux. Celle-ci s'ouvrait sur une jeune femme assise à côté d'une dame âgée sur un canapé à fleurs. La plus jeune avait des yeux doux, une voix posée. Voici ma grand-mère, Ruth. Elle a perdu son mari le printemps dernier et ça a été difficile. Mais grâce à BrightBridge, elle a pu nous appeler en vidéo tous les dimanches. Elle a même appris à utiliser l'application d'épicerie en ligne. Ma respiration ralentit. La femme à l'écran sourit à sa petite fille, puis se tourna vers la caméra. Merci, BrightBridge. Merci, Claire. Vous m'avez aidé à me sentir à nouveau humaine. La petite fille s'appuya sur son épaule. Nous sommes si reconnaissants. Je l'ai regardée encore et encore. Puis j'ai vu le nom, Anna Carlyle. Anna. La fiancée de David. Je me suis assise dans ma chaise, clignant des yeux dans le silence de mon appartement. Le seul son était la bouilloire qui s'éteignait derrière moi. Elle ne savait pas. Elle n'avait aucune idée que j'étais la Claire de la vidéo. Aucune idée que l'outil qui avait aidé sa grand-mère provenait de la même femme dont ses futurs beaux-parents ne parlaient jamais, qu'ils ne louaient jamais. Elle avait trouvé de la valeur dans ce que j'avais construit, sans que personne ne le lui dise. Et cela le rendait réel d'une manière que même l'approbation de ma mère n'aurait jamais pu. J'ai sauvegardé la vidéo sur la clé USB. Je l'ai étiquetée « Reconnaissance sans introduction ». Et je n'en ai parlé à personne. Le dîner de fiançailles était prévu pour le samedi soir, 3 jours avant. Ma mère a appelé. Sa voix était vive, exercée, le genre qu'elle utilisait pour gérer des événements, pas pour parler à sa fille. N'oublie pas, 18 heures précises. Ils ont réservé ce nouvel endroit en ville. Stonecroft, je crois que ça s'appelle. J'ai hésité. Je ne suis pas sûr de devoir venir. Une pause. Trop courte pour être surprise. Trop longue pour être chaleureuse. Pourquoi ne viendrais-tu pas, dit-elle. Puis, avant que je ne puisse répondre, elle ajouta, ne parle pas trop de ton truc de site web.
La famille d'Anna a beaucoup réussi. Des gens de l'Ivy League. J'ai failli rire. Compris, ai-je dit. Pas de mention des boutons. Elle n'a pas compris le sarcasme. Elle ne le comprend jamais. Plus tard dans la nuit, j'ai ouvert mon placard. J'ai fixé des rangées de pantalons noirs sages et de pulls gris. Des choses qui disaient « Je suis neutre. Je ne prendrai pas de place ». Puis j'ai sorti une robe que je n'avais pas portée depuis des années. Vert forêt profond, sans manches, lignes épurées, 2 cm sous le genou. Silencieusement défiant. Je l'ai posée sur le lit à côté de la clé USB en bois. Pas pour faire une déclaration, juste pour me rappeler qui j'étais quand personne d'autre ne semblait s'en souvenir. Le lendemain, ma boîte de réception a sonné à nouveau. De maman. Objet, conseil vestimentaire. Rien de trop voyant. Pas de tailleur pantalon. Quelque chose de féminin, s'il te plaît. Jointe, des exemples de photos, des femmes avec des perles et des cheveux doux, souriant comme si elles n'avaient rien à prouver. Je n'ai pas répondu. Elle ne demandait pas, elle dirigeait. Mais je ne suivais plus. Vendredi, j'ai rencontré notre nouvelle stagiaire, une étudiante de première année nommée Marisol. Les yeux brillants, pleine de questions sur l'accessibilité et la conception d'interfaces utilisateurs pour les utilisateurs plus âgés. Alors que nous terminions, une femme à la table voisine s'est penchée. « Excusez-moi de vous interrompre, vous êtes Claire Monroe de Brightbridge ?» J'ai cligné des yeux. « Oui, ai-je dit, prudemment. » Elle a rayonné. « Mon père utilise votre plateforme. Il m'a envoyé un mème hier. Je ne savais même pas qu'il savait ce qu'était un mème. » J'ai souri. Vraiment souri, pour la première fois de la semaine. Peut-être que je n'étais pas invisible, juste invisible pour les mauvaises personnes. Stonecroft était tout en luminaire en laiton et éclairage tamisé. Le genre d'endroit où le beurre venait avec du sel de mer et où l'air sentait légèrement l'huile de citron et l'argent. Je suis arrivé 10 minutes plus tôt. Je le fais toujours. Ma mère a eu l'air surprise de me voir. Pas ravie, juste surprise. Oh. Tu es venu. Tu m'as demandé de venir, ai-je dit. Elle a esquissé un sourire pincé. Ses yeux ont balayé ma robe, s'arrêtant une demi-seconde de trop. C'est audacieux. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. L'hôtesse m'a conduite à la longue table de la salle privée. 12 places. J'étais placé au bout, à côté de la sortie de secours et du plateau de couverts supplémentaires, bien sûr. J'ai déplié ma serviette, l'ai lissée sur mes genoux, me suis versé de l'eau, et j'ai attendu. David et Anna sont arrivés 15 minutes plus tard, rayonnants, à l'aise. Ils ont fait le tour des proches, des étreintes, des poignées de main, des rires qui avaient du rythme. Anna m'a aussi étreinte, légèrement, poliment. Sans savoir. Pas encore. Le dîner a commencé par de petites conversations et du champagne. Le patron de David a porté un toast avec une histoire sur les indicateurs de performance. Le père d'Anna a parlé d'héritage et de tradition, comme s'il s'agissait de biens de famille transmis en parfait état. J'acquiesçais, souriais quand c'était attendu, restait invisible. Jusqu'à l'arrivée du dessert. Une construction délicate de chocolat et de sel de mer. Et Anna, assise juste en face de moi maintenant, s'est tournée avec une expression curieuse. Je voulais te demander, Claire, a-t-elle dit. Qu'est-ce que tu fais déjà? Le cliquetis des fourchettes s'est adouci. Le bourdonnement de fond s'est affiné. J'ai pris une gorgée d'eau, calme et lente. Je gère une plateforme numérique qui aide les adultes plus âgés à rester connectés. Alphabétisation numérique, outils d'accessibilité, ce genre de choses. Anna a penché la tête. Oh, comme des cours de Zoom. Plutôt des systèmes adaptatifs conçus pour un engagement à long terme. Nous nous concentrons sur les lecteurs d'écran, les gros caractères, l'entrée vocale. Elle a cligné des yeux. Comment ça s'appelle? Brightbridge. Alors c'est arrivé. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a eu le souffle coupé. Non, pas possible. Tu es Bright. Anna me fixait, sa voix est tombée dans un murmure alors qu'elle se penchait en avant. Attends. Tu es Brightbridge. Ce n'était pas une question. C'était de la reconnaissance. J'ai fait un léger signe de tête. Pas de drame. Juste la vérité qui se laissait enfin voir.
La pièce ne s'est pas tue d'un coup. Elle s'est déposée, comme la poussière après que quelque chose de lourd soit tombé. Elle a cligné des yeux et a prononcé mon nom complet lentement, Claire Monroe. Et puis elle a mentionné la campagne, les témoignages, le visage derrière la plateforme. C'était moi. David a eu l'air confus. Anna s'est tournée vers lui, expliquant comment Brightbridge avait aidé sa grand-mère, comment elle s'était connectée tous les dimanches par appel vidéo, comment ces derniers mois avaient été moins solitaires grâce à cela. Sa voix s'est brisée en disant qu'elle était morte en se sentant connectée, pas oubliée. Personne n'a bougé. La main de ma mère a plané au-dessus de son verre, gelé en plein mouvement. Quelqu'un a posé une fourchette trop bruyamment. Le silence qui a suivi était plus fort. Puis Anna a dit quelque chose qui a résonné comme une cloche douce dans la pièce. Elle nous a donné plus de temps. Elle m'a regardé à nouveau et a demandé, sans accuser, juste déconcertée, pourquoi je n'avais rien dit. Je lui ai dit gentiment que ce n'était pas le bon moment. David, toujours en train de comprendre, s'est penché vers moi et a dit qu'il n'en avait jamais rien su. J'ai croisé son regard et j'ai répondu simplement, « Tu n'as jamais demandé. » Je ne l'ai pas dit pour le blesser, juste pour laisser la chose se tenir. Une petite vérité, enfin autorisée à respirer. C'est là que ça a changé. Un collègue de David s'est penché et a posé des questions sur les fonctionnalités d'accessibilité de la plateforme. Un autre a mentionné un parent qui avait du mal avec la technologie, Brightbridge pourrait-il l'aider? J'ai répondu calmement. Je n'avais pas besoin de convaincre qui que ce soit. Le travail parlait de lui-même. De l'autre côté de la table, ma tante a cligné lentement des yeux, puis a dit presque à elle-même, c'est vraiment incroyable. Mon père a baissé les yeux sur son assiette. Ma mère, tenant toujours son verre, n'avait pas dit un mot. Ce n'est pas de la colère que je ressentais, ni de la fierté. Juste de la présence. La satisfaction tranquille d'être enfin entière dans une pièce qui me préférait autrefois brisée ou silencieuse. Pendant des années, je m'étais assise à des tables comme celle-ci, invisible. Mais maintenant, sans jamais élever la voix, le récit avait changé. Pas parce que je l'avais exigé, pas parce que j'avais embarrassé qui que ce soit. Juste parce que la vérité était entrée à mes côtés et refusait de rester dans le coin. Le reste de la soirée s'est déroulé dans une lumière étrange et adoucie. Les conversations, autrefois soigneusement élaborées, ont commencé à onduler dans de nouvelles directions. Les gens posaient des questions sur la plateforme, où elle opérait, comment elle avait commencé, ce qu'elle avait fait pendant la pandémie. Des noms ont été échangés, des cartes offertes. Quelques-uns ont même demandé si j'avais déjà envisagé de l'étendre à leurs états. J'ai répondu à chacun avec une clarté tranquille, ne vendant pas, juste partageant. Anna est restée près de moi, rayonnant toujours de quelque chose entre la fierté et l'incrédulité. J'ai remarqué la façon dont elle regardait David, puis moi, comme si elle voyait la famille différemment maintenant. Plus tard, alors que les gens se levaient pour partir, David m'a rattrapé près du porte-manteau. Il a déplacé son poids maladroitement, les mains dans les poches, la voix basse. Je suis désolé que nous n'ayons jamais demandé. C'était tout. Pas de discours, pas de qualificatif. Juste une phrase laissée ouverte, comme une porte qui ne s'était jamais tout à fait refermée. J'ai acquiescé. Pas parce que cela réparait quoi que ce soit, mais parce que c'était suffisant. Cette nuit-là, ma mère ne m'a pas parlé directement, mais je l'ai vue regarder de l'autre côté de la pièce. La façon dont ses yeux s'attardaient plus longtemps qu'avant, comme si elle recalibrait une image qu'elle pensait avoir déjà encadrée. Et cette fois, je ne me suis pas recroquevillé sous son regard. Je ne me suis pas précipité pour combler le silence. Je n'ai pas offert de réassurance. Laissez-la s'asseoir avec ça. Laissez-les tous s'asseoir avec ça. Parce que parfois, les excuses ne sont pas le rebondissement. Le rebondissement, c'est que je n'en ai plus besoin pour continuer. 2 matins plus tard, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres. Du vrai papier, de l'encre véritable. L'écriture était reconnaissable entre toutes. De ma mère. Pas de message texte, pas d'objet. Juste un morceau de papier épais et crème plié avec mon nom écrit en entier sur le devant. À l'intérieur, ces mots étaient prudents, pas fleuris, pas répétés. J'ai regardé la vidéo qu'Anna a soumise. J'ai pleuré. Non pas parce que je ne savais pas ce que tu avais construit, mais parce que j'ai réalisé que je n'avais jamais demandé une seule fois. Elle continua. J'étais tellement concentré sur ce que tu avais quitté, que je n'ai jamais vu vers quoi tu marchais.
Tu as fait quelque chose que personne dans cette famille n'a jamais osé. Tu as échoué, puis tu as continué. Et en faisant cela, tu as donné aux gens quelque chose que je n'ai jamais su qu'ils avaient perdu. Le sentiment d'être connecté. D'être vu. Ce n'était pas des excuses, pas exactement, mais c'était quelque chose de plus honnête. Elle a signé simplement, avec amour, maman. Pas de fin grandiose, pas de supplique pour un appel. Juste la lettre, pliée une fois, livrée en main propre. Je l'ai lue 3 fois, puis je l'ai glissée dans le tiroir supérieur de mon bureau, à côté de la clé USB en bois. Je ne l'ai pas encadrée. Je n'ai pas répondu. Parce que cette fois, je n'avais pas besoin d'accrocher ces mots au mur pour les rendre réels. Cette fois, je me tenais déjà dans ce que j'avais construit. Et c'était suffisant. 3 semaines plus tard, je me tenais devant un modeste auditorium de centre communautaire. Pas de projecteur, pas de presse. Juste 50 chaises pliantes et une cafetière de café léger sur une table en plastique près du fond. Le public était mélangé, quelques retraités, 1 ou 2 bibliothécaires, et une lycéenne qui avait amené son grand-père. Je leur ai parlé de Brightbridge. Pas des chiffres, pas de la croissance. Je leur ai parlé de Madame des Nains et de son iPad. De la première fois que quelqu'un m'a envoyé un email juste pour dire « Je me sens à nouveau capable ». Je leur ai dit que j'avais autrefois quitté la vie que tout le monde voulait pour moi, et que j'avais trébuché dans quelque chose de mieux. Une vie que je pouvais réellement reconnaître comme la mienne. Quand la salle s'est levée pour applaudir, je n'ai pas pleuré. Mais j'ai souri. Le genre qui commence dans votre colonne vertébrale et remonte. Le genre que vous ne jouez pas pour quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, à la maison, j'ai imprimé une citation et je l'ai scotchée sur mon réfrigérateur. Ils diront que vous les avez déçus, jusqu'au jour où ils réaliseront que c'est vous qui teniez la lumière. Pas de signature, pas d'explication en dessous. Mon reflet dans la porte du réfrigérateur. Stable. Adouci. Plein. Pas parce qu'il m'avait enfin vu, mais parce que j'avais enfin cessé d'avoir besoin qu'il me voie.